Somnifère, le podcast. Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le dimanche 3 avril et Somnifère vous fait redécouvrir ce soir un célèbre conte d'origine persane, celui d'Ali Baba et les 40 voleurs. Un pauvre bûcheron découvre par un concours de circonstances une grotte remplie de trésors et qui s'ouvre grâce à la formule « Sésame, ouvre-toi ». Je vous souhaite une excellente nuit et maintenant place à notre séance de relaxation. La séance de relaxation. Je vous laisse quelques instants pour choisir une position confortable, ajuster votre couverture et quand vous êtes prêt, fermez les yeux. On laisse ensemble tout le quotidien de côté. On referme la page de cette journée et on déconnecte lentement. Dans un premier temps, on ne va rien faire d'autre que d'être présent, attentif à notre respiration, sans avoir aucune attente. En étant simplement là et en laissant nos pensées s'égarer, dériver. Et lentement se disperser. Observez vos sensations, vos émotions, sans y porter aucun jugement. Soyez attentif à votre position sur le matelas. Au rythme de votre respiration. À votre température. Soyez simplement présent, sans attente. Si des pensées vous viennent, laissez-les se dissiper. N'y portez aucune importance et recentrez votre attention sur votre respiration. Sur votre ventre qui monte et qui descend. À présent, je vais vous demander de penser à une personne qui compte pour vous, pour laquelle vous ressentez de l'amour, de l'attachement ou de la gratitude. Gardez cette personne à l'esprit et continuez de porter votre attention sur votre respiration.
Faites en sorte, comme d'habitude, de vous assurer que vos muscles sont parfaitement détendus, notamment au niveau de la mâchoire, de la langue et des épaules. Portez à présent toute votre attention sur vos deux mains et observez simplement vos sensations pendant quelques instants. Laissez cette sensation remonter lentement le long de vos avant-bras. Jusqu'à vos épaules, votre nuque, et l'ensemble de votre dos. Vous êtes calme et détendu. L'histoire du soir. Albert Robida, Ali Baba et les 40 voleurs. Il y avait une fois dans une ville de Perse 2 frères nommés Cassim et Ali Baba. Cassim était riche tandis qu'Ali Baba était pauvre. Pour gagner sa vie et celle de ses enfants, il allait couper du bois dans la forêt voisine et le ramenait à la ville pour le vendre chargé sur 3 ânes qui constituaient toute sa fortune. Un jour, Ali Baba achevait de couper sa charge de bois lorsqu'il distingua une troupe de cavaliers qui s'avançait dans sa direction. Craignant d'avoir affaire à des voleurs, il abandonna ses ânes et monta sur un gros arbre touffu. Les cavaliers mirent pied à terre, ils étaient 40. Le chef de la bande se dirigea vers un rocher situé près du gros arbre où Ali Baba s'était réfugié. Il écarta les broussailles et prononça « Sésame, ouvre-toi ». Aussitôt une porte s'ouvrit, les brigands s'y engouffrèrent, le chef entra le dernier et la porte se referma sur lui. Après un bon moment, la porte se rouvrit, livrant passage aux 40 voleurs. Quand ils eurent tous défilé, le chef dit solennellement « Sésame, referme-toi ». Et la porte se referma. Sur ce, chacun enfourcha son cheval et la bande disparut. Aussitôt Ali Baba quitta sa cachette, écarta les broussailles et découvrit une porte. Il se rappelait la phrase magique. « Sésame, ouvre-toi », prononça-t-il. Instantanément la porte s'ouvrit et Ali Baba aperçut une immense grotte emplie de marchandises et surtout de pièces d'or et d'argent empilées dans 2 grands sacs de cuir. Sans perdre de temps, il réunit autant de sacs d'or que pouvaient emporter ses 3 ânes. Quand ils furent chargés, il prononça la formule magique. « Sésame, referme-toi ». Et la porte obéit. Content de son aubaine, Ali Baba revint chez lui et devant sa femme vida le contenu des sacs qui fit un gros tas d'or. Celle-ci, désireuse d'évaluer ce trésor, alla demander à la femme de Cassim de lui prêter une mesure. Mais cette dernière, désireuse de savoir quelle sorte de grain la femme d'Ali Baba entendait mesurer, enduisit le dessous de la mesure d'une légère couche de suif. En rentrant chez elle, la femme d'Ali Baba posa la mesure sur le tas d'or qu'elle se mit en devoir d'évaluer, puis reporta celle-ci à sa belle-sœur. Le premier soin de la femme de Cassim fut de regarder le dessous de la mesure, et quelle ne fut pas sa surprise en voyant une pièce d'or attachée à la couche de suif. Son mari ne fut pas plus tôt auprès d'elle qu'elle le mit au courant de sa découverte.
Aussitôt, Cassim alla trouver son frère, qui, cédant à son bon naturel, l'instruisit des paroles indispensables pour pénétrer dans la grotte et pour en sortir. Le lendemain de bon matin, Cassim quitta sa maison avec toute une troupe de mulets chargés de grands coffres pour s'emparer du trésor. « Sésame, ouvre-toi » prononça-t-il quand il eut trouvé la porte. Elle s'ouvrit, puis se referma dès qu'il fut entré. Cassim tomba dans une profonde admiration en face des richesses accumulées en ce lieu. Puis s'emparant d'autant de sacs d'or monnayés qu'il put emporter, il se dirigea vers la porte pour sortir, mais il ne se souvint plus de la phrase exacte et dit « Orge, ouvre-toi ». La porte ne s'ouvrit pas. Cassim en conçut un tel effroi qu'il lui fut impossible de retrouver le mot magique. Soudain, il perçut le bruit d'un galop de chevaux. Il s'avança tout près de la porte, et dès qu'elle s'ouvrit, sortit si brusquement qu'il renversa le chef des voleurs. Mais les brigands se jetèrent sur lui et l'exterminèrent sans pitié. Ils pénétrèrent ensuite dans leur repère et remirent en place les sacs abandonnés par Cassim sans s'apercevoir qu'il en manquait d'autres. Puis ils se débarrassèrent de Cassim et retournèrent à leurs exploits. Cependant, à la nuit close, la femme de Cassim, ne voyant pas revenir son mari, s'alarma et alla chez Ali Baba qui partit immédiatement avec ses 3 ânes. En arrivant près du rocher, il aperçut une large tache de sang devant la porte. Il prononça les paroles miraculeuses, la porte s'ouvrit et il vit le corps de son frère. Il le chargea sur un de ses ânes en le dissimulant avec du bois. Sur les 2 autres bêtes, il mit des sacs pleins d'or et reprit le chemin de la ville. Il laissa à sa femme le soin de décharger les 2 ânes qui portaient l'or et conduisit le 3e chez sa belle-sœur. Il fut reçu par Morgiane, une servante adroite et ingénieuse. « Morgiane, lui dit-il, ce paquet renferme le corps de ton maître, et cependant il faut que nous le fassions enterrer comme s'il était mort de sa belle mort. » La servante alla aussitôt chez un apothicaire pour chercher une certaine tablette au pouvoir souverain dans les maladies les plus dangereuses. « Qui donc est souffrant chez votre maître ?» demanda l'apothicaire. « Hélas, répondit-elle en soupirant profondément. C'est mon bon maître, Cassim lui-même, il ne parle plus, ne mange plus, et personne ne comprend rien à sa maladie. » Le lendemain, Morgiane revint chez ce même apothicaire et demanda un remède qu'on ne donne qu'aux mourants. D'autre part, on vit Ali Baba et sa femme aller et venir de leur maison à la maison de Cassim, et leur attitude décelait une grande affliction. On ne fut donc pas surpris outre mesure vers le soir en entendant les cris lamentables de la femme de Cassim et surtout de Morgiane, qui faisaient connaître ainsi la mort de leur maître. À l'aube du jour suivant, la servante alla trouver un vieux savetier, Baba Mustapha, dont la boutique était toujours ouverte avant toutes les autres, et le conduisit chez Cassim après lui avoir bandé les yeux à mi-chemin. Elle ne retira le mouchoir que dans la chambre où gisait la dépouille de son maître. « Baba Mustapha, dit-elle alors, je vous ai amené ici pour lui redonner un air convenable. Dépêchez-vous, quand vous aurez terminé, je vous donnerai 3 pièces d'or. » Quand le travail fut achevé, elle recommanda à Baba Mustapha de garder le secret, lui rebanda les yeux et l'accompagna jusqu'à l'endroit où elle lui avait mis le mouchoir en l'amenant. Là, elle ôta le bandeau et laissa aller le vieillard. Le corps de Cassim fut enseveli avec le cérémonial habituel et quelques jours plus tard, Ali Baba s'installa dans la maison de son frère. Quand les 40 voleurs revinrent à leur repère, ils furent désagréablement surpris en s'apercevant que le corps de Cassim avait disparu et que le nombre de leurs sacs avait sensiblement diminué. Le voleur que nous avons châtié n'était pas le seul à connaître notre secret, dit le chef des brigands. Il faut donc qu'après avoir exécuté l'un, nous exécutions l'autre. La mort étrange de celui que nous avons exterminé n'a pas dû passer inaperçue dans la ville. Il faudrait donc recueillir les bruits qui circulent à ce sujet, savoir le nom de notre victime et connaître sa demeure.
Aussitôt l'un des brigands s'avança et se déclara prêt à entreprendre cette enquête. Il se déguisa et gagna la ville, où il entra au petit jour. Une seule boutique était ouverte, celle de Baba Mustapha. Il s'y présenta à tout hasard. « Brave homme, dit-il après lui avoir souhaité le bonjour. Vous vous mettez au travail de bien bonne heure. Cependant, vos yeux ne doivent plus être assez bons pour que vous puissiez coudre. » « Il n'y a pas bien longtemps, répondit le savetier, j'ai cousu un mort en un endroit où il ne faisait pas beaucoup plus clair qu'en ce moment-ci. » Persuadé qu'il était en bonne voie, le voleur tira une pièce d'or de sa poche et la remettant à Baba Mustapha, le pria de lui indiquer dans quelle maison il avait cousu le mort. « Cela m'est impossible, dit Baba Mustapha, pour la bonne raison qu'on m'a bandé les yeux à un certain endroit du chemin. De là, on m'a conduit dans la maison et l'on m'en a ramené de la même manière. Écoutez, reprit le voleur, venez avec moi jusqu'à l'endroit où l'on vous a bandé les yeux. Je vous les banderai à mon tour, et sans nul doute vous vous souviendrez alors des tours et des tours qu'on vous fit prendre. Voici d'ores et déjà une autre pièce d'or. » Baba Mustapha ne put résister à la tentation et conduisit le voleur devant la maison de Cassim, qui appartenait maintenant à Ali Baba. Le brigand traça hâtivement une marque à la craie sur la porte, puis retirant le mouchoir qui bandait les yeux du savetier. « Sais-tu qui habite en cette maison ?»« Je ne suis pas du quartier, » répondit Baba Mustapha, « et ne puis par conséquent vous renseigner. » Le voleur remercia le vieillard et ils se séparèrent. Presque aussitôt, Morgiane ressortit de la demeure d'Ali Baba. Elle aperçut la marque tracée sur la porte. « Qu'est-ce que cela signifie ?» pensa-t-elle. « Dans quel but a-t-on fait cette marque ? En tout cas, on ne saurait prendre trop de précautions. » Toujours avisée, elle marqua de la même façon et au même endroit avec de la craie les 2 ou 3 portes qui précédaient et suivaient celles de la maison d'Ali Baba, et qui étaient absolument semblables. Elle n'en parla ni à son maître, ni à sa maîtresse. Pendant ce temps, le voleur avait rejoint sa troupe dans la forêt, et sans perdre de temps, ils entrèrent dans la ville. Le chef des voleurs, guidé par celui qui avait dirigé l'enquête, arriva devant la première porte marquée par Morgiane. « C'est ici, » dit-il à son maître. Mais comme ils continuaient à chevaucher, afin de ne pas attirer l'attention sur eux, le chef fit remarquer à son sous-ordre que les 4 ou 5 portes suivantes portaient la même marque. « Pourtant, capitaine, je n'en ai marqué qu'une seule. Malheureusement, il m'est impossible de la distinguer des autres. » L'entreprise ayant avorté, les 40 voleurs revinrent dans la forêt. Aussitôt, l'un d'eux proposa de reprendre la tâche. Tout se passa de la même manière que la première fois. Il corrompit Baba Mustapha, qui le conduisit à la demeure d'Ali Baba. Comme son prédécesseur, il fit une marque à la porte, mais au lieu d'employer de la craie, il la traça au crayon rouge et dans un endroit moins apparent. Comme la veille, Morgiane sortit de la maison quelques instants après, et quand elle y entra, la marque rouge frappa sa vue. Elle s'empressa d'aller marquer les portes voisines. La tentative des brigands échoua de nouveau, et ils se retirèrent dans la forêt. Le chef de la bande résolut alors de conduire lui-même l'enquête. Quand Baba Mustapha l'eut amené devant la maison d'Ali Baba, il l'examina si minutieusement qu'il fut bien sûr de la reconnaître. Ces hommes l'attendaient dans la grotte. Il les chargea d'acheter 19 mulets et 38 outres, dont une seule remplie d'huile. Dans chacune des 37 outres vides frottées d'huile à l'extérieur, afin que personne ne doutât qu'elles ne fussent pleines, le chef fit entrer un des voleurs et conduisit le convoi tout droit à la maison d'Ali Baba. Justement, celui-ci prenait le frais à sa porte après le dîner. « Seigneur, lui dit-il, j'arrive de bien loin avec ce chargement d'huile que j'irai vendre demain au marché. Il est tard, je ne sais où me loger, et je vous serai très obligé, si cela ne vous dérange pas trop, de vouloir bien me recevoir chez vous. »« Entrez, » répondit Ali Baba sans hésitation. « Soyez le bienvenu. »
Il commanda à un de ses servants de mettre les mulets à l'abri. Ensuite, il pria Morgiane de préparer à souper pour son hôte et lui tint même compagnie tout le long du repas. Le dîner terminé, Ali Baba alla à la cuisine et dit à Morgiane : « Demain, j'irai au bain avant le jour. Fais-moi donc un bon bouillon que je prendrai à mon retour. » Pendant ce temps, le chef des brigands s'était glissé dans la cour. « Lorsque je jetterai des petites pierres de la chambre où je suis logé, dit-il tout bas à chacun, vous fendrez l'outre de haut en bas avec le couteau dont vous êtes armé. Vous en sortirez aussitôt. » Quant à Morgiane, elle mit le pot au feu pour faire le bouillon. Elle était en train de l'écumer quand la lampe s'éteignit. Elle s'aperçut que sa provision d'huile était épuisée ainsi que la chandelle. Elle résolut de prendre un peu d'huile dans l'une des outres de l'hôte de son maître. Elle alla dans la cour et s'approcha du premier récipient. Mais elle demeura stupéfaite en entendant une voix étouffée qui demandait : « Est-ce le moment ?» Morgiane s'aperçut que cette question partait de l'intérieur de l'outre. Et sans perdre sa présence d'esprit, elle répondit tout bas : « Non, pas encore, mais bientôt. » À chaque outre, elle reçut la même question et fit la même réponse. Quand elle fut à la dernière, la seule qui fut pleine d'huile, elle en emplit son vase et revint à la cuisine, persuadée que son maître avait donné asile à 38 voleurs. Elle ralluma sa lampe, prit une grande chaudière et retourna dans la cour pour l'emplir d'huile à son tour. Puis elle la mit sur un grand feu afin que le liquide bouillît rapidement, et dans chacune des outres contenant un voleur, elle versa l'huile toute bouillante, leur enlevant ainsi la vie sans qu'ils eussent le temps de se défendre. Elle accomplit cela sans faire le moindre bruit, après quoi elle éteignit sa lampe et se posta à la fenêtre de la cuisine pour observer ce qui allait se passer. Elle n'était pas là depuis un quart d'heure que le chef des voleurs donna le signal convenu en jetant des petites pierres. Ne percevant aucun bruit, il se précipita dans la cour et approchant des outres, une odeur d'huile chaude et de brûlé lui saisit les narines. Il comprit que son entreprise venait d'échouer une fois encore et qu'il n'avait plus qu'à fuir. Au retour du bain, Ali Baba ne manqua pas de se trouver surpris en voyant les outres d'huile dans la cour. Morgiane raconta alors à son maître ce qu'elle avait fait pendant la nuit et le mit au courant des marques tracées sur la porte. « Tout ceci, dit-elle en terminant, est l'œuvre des brigands de la forêt. »« Morgiane, répartit Ali Baba, je n'oublierai jamais que je te dois la vie, et en attendant, je t'affranchis d'être ma servante. » Et c'est ainsi que de père en fils, dans la famille d'Ali Baba, on se transmit le secret de ce fabuleux trésor, grâce auquel lui et ses descendants vécurent dans le luxe et la splendeur. Bonne nuit. Bonne nuit.